Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je vais du côté de Montpellier à la rencontre de Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, c'est avec un grand plaisir d'aller du côté du sud, où les cigales chantent. Exactement, et où on fond actuellement. Big up à tous les Parisiens. Bon, il fait pas très chaud, tu sais, à Paris en ce moment, c'est Non. fluctuant. Mais bon, voilà, les JO se passent bien, donc c'est déjà un bon point. Vanessa, du coup, on va faire ton interview. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter brièvement à nos auditrices et nos auditeurs? Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Vanessa, j'ai 42 ans et demi. Je vis aujourd'hui à Montpellier et j'exerce, je dis souvent en rigolant, le métier le plus à la mode puisque je suis aujourd'hui coach en développement personnel et professionnel. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque j'ai été notaire pendant plus de 15 ans, notaire associé en région lyonnaise. Et on va en parler lors de notre entretien. J'ai fait le choix de tout changer justement pour privilégier ma santé mentale, mon bien-être personnel et d'aller vraiment vers aujourd'hui une profession qui m'inspire et qui vraiment me donne plaisir à me lever tous les jours comme ce lundi matin. Ok, je rebondis tout de suite sur ce que tu me dis. En quoi cette nouvelle profession que tu exerces, elle est plus épanouissante que l'ancienne? Plein de facteurs, en ce sens déjà que j'ai vraiment le sentiment de l'avoir choisie, elle pour le coup. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, parce que pour devenir notaire, j'ai fait 8 ans de droit. On peut dire, avec ce temps-là, t'aurais eu le temps de te poser des questions. Non, j'ai suivi les petits rails sur lesquels j'étais tranquillement. Donc déjà par le choix, par le rapport aussi à mes clientes aujourd'hui, la gestion de mon emploi du temps, il y a vraiment tout ce côté en fait de la vie entrepreneuriale que je ne connaissais pas et qui m'attirait profondément et par la façon dont je contribue aux autres. Ça, c'est vraiment ce qui me nourrit le plus. Non pas que c'était pas le cas quand j'étais notaire, j'avais grand plaisir à voir le sourire de mes clients quand ils achetaient leur maison, quand ils créaient leur société, quand ils se mariaient. Mais parfois, il y avait des événements de la vie aussi beaucoup plus durs, que ça soit les divorces, les successions. Et là, j'ai le sentiment, en tout cas, de contribuer autrement et ça me correspond beaucoup plus. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, je touche du doigt le plaisir de ne plus avoir de dimanche soir, de lundi, de chaque journée. J'ai hâte de retourner au boulot. Ok, ouais, parce qu'on s'imagine pas en fait. Chaque métier a ses spécificités, mais Bien sûr. on s'imagine pas que on va dire
les métiers, ou en tout cas de notaire, peuvent être en souffrance? Ils peuvent et ils sont. J'ai énormément aujourd'hui de consoeurs, d'ex-consoeurs, de collaborateurs, de collaboratrices qui sont venus partager en message privé la pression qu'ils subissent, que ça soit celle d'employeurs, celle des clients, puisque c'est la réalité aussi. Je dis souvent dans le notariat, on touche à ce qu'on appelait à l'époque les 3D, les 3 étapes les plus stressantes d'une vie. Déménagement, décès, divorce. Et ce sont des étapes de vie que l'on traverse qui sont très stressantes. Et en l'occurrence, le notaire est souvent le fusible qui vient emmagasiner toute cette pression. Et c'est vraiment pas évident à gérer. Et de fait, en tout cas, moi, ce qui m'a cruellement manqué à l'époque, je pense, en l'occurrence, et c'est le sujet, c'est un peu de préparation mentale et de coaching. Je savais pas que ça existait. Et on est propulsé dans cette profession, et comme beaucoup d'autres, manager, chef d'entreprise, n'importe quel poste salarié, par exemple, sans aucune préparation de l'état d'esprit à avoir. Et en l'occurrence, j'en ai fait les frais. Ok. Bon, on reviendra dessus tranquillement. Comme le veut la tradition du podcast, on va commencer par un petit portrait chinois de quelques questions. Ok. Ce sera ton warm-up. Et ensuite, on parlera du mental, de la confiance et de toutes les thématiques qu'on aborde généralement dans le podcast. Mm-hmm. Alors, pour commencer, si t'es ok, on va commencer par le petit portrait chinois. La première question que j'aime bien poser, c'est si tu devais être une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Je vais hésiter. Le rose, parce que girly, fille, tout ça, et le jaune. Mais tu vois, un jaune un peu froid, un peu pâle, parce qu'en fait, c'est la couleur du soleil. Et aujourd'hui, je vis au soleil, je vis à Montpellier, j'ai déménagé, j'ai fait 400 km pour vivre ici. Ça joue sur mon moral, ça joue sur mon énergie, mon optimisme. Donc je dirais vraiment, allez, le jaune du soleil. Le jaune du soleil, ok. Si tu devais choisir ou être un livre qui t'a inspiré, lequel choisirais-tu? Alors je vais te répondre kilomètre zéro de Monanquois. Alors c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais en fait, j'ai eu une grosse phase de vide professionnellement. J'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à me concentrer. Et en fait, en 2020, c'est le premier livre que j'ai réussi à relire et à finir et qui m'a vraiment inspirée dans le... Alors, pas pour aller faire un trek au Népal ou dans l'Himalaya, entendons-nous bien, mais en tout cas dans ce côté dire oui à l'imprévu en fait. Ok. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Oui, beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu as une préférence pour les genres de podcasts que tu écoutes et éventuellement si tu as un trio à nous proposer de podcasts intéressants à écouter? Alors, j'écoute énormément de podcasts estampillés business parce que vraiment ça me passionne. Parmi ceux que j'écoute le plus, il y a le podcast de Tony Neves, nouveau CEO, que je trouve excellent. Il va y avoir également un classique des classiques, le podcast d'Aline Bartoli, Je peux pas, j'ai business, qui est là depuis 2-3 ans. Et le troisième podcast que j'écoute pas mal en ce moment, en l'occurrence, il n'est pas tant business, mais c'est celui de Julien Musi, qui s'appelle En profondeur, et qui va aller border des notions de psycho, de coaching, de fonctionnement du mental. Si tu devais être un animal, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors moi, j'aurais une réponse et mon conjoint en aurait une autre. Donc lui, il dirait que je suis un cochon d'Inde, parce que j'ai peur de tout, je suis tout mignon. Et... Donc moi, j'aimerais bien te dire une grande panthère. Non, mais le cochon d'Inde, ça me va bien. Oui, jamais sorti ça encore. Eh ben voilà. Si tu devais choisir un monument historique français, lequel choisirais-tu? Et pourquoi, bien sûr? Je vais rester dans mon secteur et je vais dire les arènes de Nîmes. On peut dire que c'est un monument français. Ouais, c'est un monument en France. Ça reste, non, mais ça reste c'est chouette là-bas. Exactement, parce que j'adore en fait tout ce qui est mythologie grecque, romaine, et puis pour être allé voir des spectacles dans ces arènes qui sont très très belles, on a un espèce de sentiment de temps suspendu. Et j'aime vraiment cet endroit. Ouais, j'y suis déjà allé moi aussi, parce que forcément, venant du sud, il y a souvent en tout cas, il y a beaucoup d'animations dans les arènes de Nîmes. Il y a même des concerts. Puis il y a plein de choses à faire autour aussi. Donc, exactement. En général, c'est chouette. Autant profiter de notre belle région. Exactement. Allez en Camargue, les touristes, allez en Camargue. Allez vous faire manger par les moustiques. Non, il fallait pas le dire. C'est plus des moustiques. Non, c'est plus des moustiques,
Ils vous D'accord. prennent, ils vous volent avec, ils vous emmènent. C'est des bestias, quoi. Si tu vas mettre 2 jeans, ils arrivent à te piquer quand même. Ah ouais, bon, bah ça c'est un peu l'enfer. Ouais. Ok. Allez, on va clôturer ce petit podcast. Hein. C'était juste quelques questions pour se mettre en route. On va revenir sur ton parcours. Oui. Donc avec le recul, quand tu regardes un peu dans le rétro, qu'est-ce qui t'inspire? Ce qui m'inspire le plus, c'est d'avoir trouvé le courage de quitter mon job. Je m'en suis pas du tout rendu compte sur le moment parce que c'était presque une décision de survie, puisque je pense que j'ai attendu malheureusement de faire mon petit burn-out des familles. Mais ça m'inspire dans le sens où j'ai vraiment touché du doigt que une autre réalité était possible et qu'en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Et je n'en avais pas conscience du tout auparavant. Et ouais. C'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre et à comprendre pour les gens qui l'ont pas vécu, quoi. Enfin, Exactement. Je l'ai vraiment vécu. Alors, je ne l'ai jamais fait en vrai, mais comme un saut à l'élastique. Parce que souviens-toi, cochon d'Inde, trouillard, tout ça. Mais je l'ai vraiment vécu comme ça parce que avec le recul, ça m'a demandé un espèce de saut un peu dans de la foi envers moi-même en fait. Et il y avait pas de filet. Et ça n'est qu'en tombant que j'ai pu me rendre compte, comme on le lit souvent, j'ai construit mon parachute au fur et à mesure. Mais ça m'a vraiment demandé un acte de foi de faire ce premier pas et j'en suis extrêmement fière. Avec le recul, sur le moment, je pleurais toutes les larmes de mon corps et j'étais qu'est-ce que je vais devenir, voilà, la base. Ouais, parce que tu fais, comme tu nous dis, tu fais 8 ans d'études. Ouais. T'as exercé combien de temps le métier de notaire? 17 ans. 17 ans, donc ça fait quand même une petite paire d'années, ouais. Ah, ça fait une longue période. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'a amené à ce métier? Parce que finalement, c'est pas forcément, devenir notaire. Souvent, quand on fait du droit, souvent on devient avocat ou. Exactement. Mais moi, à la base, je voulais devenir procureur, tu vois. Ok, procureur. J'aurais pas pu être avocat parce que j'ai un sens très personnel de la justice et je ne pourrais pas, dans mon esprit, alors je m'excuse auprès de tous les avocats qui vont m'écouter, mais potentiellement défendre quelqu'un dont je saurais qu'il pourrait être coupable. Ça, c'est quelque chose que je peux pas. Mais c'est ma limite personnelle. Donc, je m'étais dit, procureur, c'est bien. Ouais, je les envoie en tôle et tout, c'est parfait. Et puis, au fur et à mesure des mois à la fac, je me suis trouvée de passion pour le droit immobilier. Parce que j'ai aucun notaire dans ma famille. Moi, je savais pas à quoi ça servait. Je n'en avais jamais rencontré de ma vie. Et moi, j'y suis allée par le biais de mes options, et notamment le droit immobilier, qui m'a passionnée. Et en fait, en rajoutant du droit de l'urbanisme, hyper intéressant, petit à petit, j'ai regardé, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que je fais partie de ces gens qui sont allés dans une fac de droit parce qu'ils savaient pas quoi faire d'autre. Donc on m'a dit, fais du droit, ça te servira toujours. Et au fur et à mesure des discussions avec les copains de promo, les débouchés, on m'a dit, on peut faire l'école de notariat, ça a l'air bien et tout. Je connais pas cette bestiole, donc on va aller voir. Fait un stage, 2 stages. Je dis, écoute, ça a l'air d'être pas mal. Et puis, bon petit soldat, sur mes petits rails, pas trop me poser de questions et j'avance. Ok. Ouais, je voulais comprendre un petit peu ta démarche, parce qu'après, quand on est jeune et qu'on fait des études, on sait pas forcément. Ah non. Et je trouve ça extrêmement dur aujourd'hui de demander à choisir à 17, 18 ans une voie. En plus, en faisant croire qu'il y a une voie. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on en a plein. Ouais, mais ça, peut-être que le système d'information des différents métiers qui sont possibles en fonction de ses compétences, en fonction de ce qu'on aime, c'est pas très développé quand même. C'est pas très développé. C'est pas à l'école qu'on te l'apprend, tu vois. Non, et puis surtout, ce qui m'embête, c'est que, à mon sens, c'est pris dans le mauvais sens et dans le mauvais ordre. On montre aux gamins, genre, j'en ai pas, moi je suis maman d'un chat, on montre différents métiers et on leur dit, trouve dans quoi tu veux être, trouve ce qui te correspond. Mais à aucun moment on leur pose la question en amont qui me semble être absolument indispensable. T'es qui? T'aimes quoi? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi la vie de tes rêves? Comment tu fonctionnes? Et on demande aujourd'hui aux gens, de manière générale, de rentrer dans des cases préfaites, de listes de métiers,
Alors que, à mon sens, et c'est comme ça que j'aborde toute problématique de reconversion pro avec mes clients, ça commence par soi. Avant d'essayer de rentrer dans un carré, demande-toi si t'es pas une étoile, comment tu fonctionnes, quel est ton propre mécanisme. Et je trouve ça dommage, ça me semblerait bien plus percutant d'avoir, alors je te dis pas de mettre des cours de dev perso à l'école, mais en tout cas plus de questionnements personnels pour arriver à construire en fait une vie qui nous convienne. Et on l'a vu avec la montée de l'infoprenariat et tous ces nouveaux métiers. Moi, quand je me suis lancée, j'ai débarqué en connaissant Word et Outlook. Moi, j'ai découvert des métiers, je savais pas que ça existait. Genre copywriter, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est génial. Moi, je découvre des nouveaux métiers. Heureusement que ces gens-là, ils se sont posé la question de se dire, ok, dans quoi je suis bon? Qu'est-ce que j'aime faire? Oui. Après, c'est vrai qu'il y a plein de nouveaux métiers dans l'ère du numérique et du digital, c'est sûr. Et dans certainement plein d'autres ères qu'on connaît même pas. Donc. Ah oui. Qu'est-ce que t'inspire la phrase « rendre possible l'impossible » par rapport à ton parcours? Elle m'inspire que j'y suis arrivée. J'y suis arrivée et j'aime bien ce mot impossible, mais du côté anglophone, où on pourrait l'écrire I'm possible. Je suis possible. Donc c'est vraiment aujourd'hui ce qui me porte, c'est de faire comprendre aux autres que si on peut l'imaginer, on peut le faire. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est immédiat, mais on peut le faire. Et par rapport à mon parcours, c'est vraiment ce que j'essaye d'incarner et c'est ce que j'ai vécu. Et c'est vrai qu'à la base, ça part toujours de l'imagination, en fait. Exactement. Car on le crée déjà visuellement et de manière cognitive. Et puis après, il y a des éléments qui font qu'on se dit, bon, peut-être que je peux commencer par cette étape-là. Et puis petit à petit, c'est comme ça que ça se passe aussi dans le sport. Alors, il y a des JO en ce moment, mais un processus qui est hyper long avant de devenir athlète de haut niveau. Mais typiquement, on voit qu'il y en a qui arrivent, donc forcément ça donne, ça peut nourrir en tout cas le rêve de, je sais pas moi, de petits garçons ou de petites filles. Exactement. Les JO actuellement et qui se diraient moi aussi j'ai envie de faire pareil. Et puis la première étape qu'ils vont mettre en route, c'est peut-être qu'à la rentrée ils vont aller s'inscrire dans un club d'une discipline sportive parce que ils ont vu un champion à la télé. Et petit à petit, ils vont chaque année progresser et aller vers l'objectif du haut niveau. Bon, c'est long, c'est en général, c'est 10 ans, 10 000 heures de pratique et 1000 heures de compète. Je pense qu'il y a plus d'un club de natation qui va renflouer son effectif à la rentrée. Ouais, je crois qu'ils sont pas en perte, les clubs de natation. Non, je pense pas. Bon. Le deuxième effet Léon Marchand. Ouais, il va falloir qu'on a Exactement. Ok. Alors, on va parler de ton mental. Alors, le mot mental, on l'entend à toutes les sauces. Si toi, tu devais le définir aujourd'hui, tu le définirais comment, ce mot? Pour moi, le mental, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses, c'est une perspective sur la situation. Et c'est vraiment comme ça que moi, je le travaille pour moi et mes clients. C'est comment aborder une situation et sous quel angle la voir. Qu'il s'agisse de réussite ou d'échec. Parce que les faits sont les faits. Et de fait, c'est vraiment notre mental qui crée notre réalité, en fait. Il peut se passer le même. Deux personnes vont le vivre totalement différemment parce que leur mental, leur monde intérieur crée leur monde extérieur. Donc pour moi, c'est vraiment une perspective, un état d'esprit et c'est quelque chose qui, à mon sens, peut se programmer. Alors, tu nous l'as bien défini, en tout cas à ta manière et toi de la manière dont tu le vois. Ton mental, toi, comment tu alors, t'accompagnes des gens, si j'ai bien compris, aujourd'hui. Mais toi, comment toi, tu t'accompagnes toi? Qu'est-ce que tu mets en place pour travailler ton propre mental? Là, je mets en place des choses dans mon environnement pour essayer de me sentir le mieux possible et être dans les meilleures conditions, que ça soit faire du sport, essayer de m'alimenter le mieux possible, m'aérer la tête, etc. Et puis, de façon plus interne, j'essaye de me poser plein de questions. Alors, peut-être trop, mais j'aime bien, je crois que c'était Tony Robbins qui avait dit « La qualité de ta vie dépendra de la qualité des questions que tu te poses ». Donc, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Et aussi, très clairement, dans des domaines où j'y arrive plus, où j'y arrive pas, je me fais accompagner également. Je me fais beaucoup coacher pour aller passer des étapes, pour aller comprendre des choses. Le mental est certes, à mon sens, programmable, mais il est aussi puissant.
c'est son rôle, l'ego nous protège. Donc des fois, on peut avoir du mal à le contourner tout seul. Ça, c'est important de le souligner, on n'en parle pas souvent, mais en général, en tout cas, voilà. Moi, je sais que il y a quand même beaucoup en tout cas, le mot coaching, développement personnel, préparateur mental, même combat. Oui, préparation mentale. Alors moi, je viens du sport de haut niveau, tu vois, et du sport et de l'entraînement, et du coup, j'ai suivi un cursus, en tout cas, sur les 1, 2, 3. Sur les aspects psychologiques. Voilà, les aspects psychologiques qui interviennent dans les déterminants de la performance, donc forcément, et puis le fait d'entraîner, d'accompagner pendant de nombreuses années des enfants, des adultes, des athlètes, etc., ça permet de mieux comprendre un petit peu comment on va dire la psyché, la psychologie rentre aussi dans ce côté de performance. Mais, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand on accompagne des gens, c'est aussi de se faire accompagner soi-même. Ah, mais ça me semble indispensable et même un gage de professionnalisme à mon sens. Oui, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. J'ai pas osé le dire, mais ouais, complètement, parce que, encore une fois, le mental est puissant. Moi, je le vois bien, et les moments où je suis en coaching, il y a des fois, au coaching galère, pour essayer de me faire prendre conscience de quelque chose, mon mental, il veut pas, hein. Ouais, c'est pour ça que, en tout cas, la supervision, c'est important, et puis c'est intéressant aussi pour soi, quoi. En tout cas, pour ma part, et ça m'est très personnel, j'ai un peu le sentiment en tout cas, mentalement, psychologiquement, on peut avoir du mal à amener quelqu'un là où on n'est pas allé nous-mêmes. Donc, j'ai un peu ce biais d'essayer moi-même de travailler, de m'améliorer, de bosser sur beaucoup de choses, de me libérer, si tant est qu'on puisse s'en libérer de certaines blessures ou certaines compréhensions au service de mes clients et pouvoir les accompagner le mieux possible. Après, moi, j'aime à dire que là où sont les blessures, les fêlures, passe la lumière. Donc, ça, c'est super beau. Je vais te la piquer, celle-là. Donc, c'est souvent à partir de là qu'on peut aussi comprendre qui on est, ce qu'on veut Complètement. plus, qu'on attend de la vie. Donc, c'est sûr. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et puis, tu parlais de mental dans le sport. Je rebondis puisqu'il y a en ce moment une interview de notre quadruple médaillé d'or de natation qui tourne, qui a été interviewée par le média Brut et qui mettait en avant que la prépa mentale, c'est presque 50% de sa préparation. Mais tellement. À niveau sportif équivalent aujourd'hui, je pense que la différence, c'est d'aller dans le mental. Et dans la vie, dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Oui, de toute façon, je pense que ça fait intégralement partie, ce que je disais, des paramètres de la performance aujourd'hui dans le sport. Complètement. Et c'est souvent la dimension psychologique, c'est ce qui vient aussi faire tenir le reste, c'est-à-dire c'est le lien de tout. La lucidité sur la stratégie, le fait que si tu commences à affaiblir physiquement, ton mental fait en sorte que tu continues à tenir même si tu es dans la souffrance physique. Exactement. Et puis on le voit, et puis on l'a vu hier, ne serait-ce que hier, tu vois, hier il y avait la finale avec Djoko et Alcaraz, un match incroyable où t'as Alcaraz 22 ans, Djoko 37 ans, et avec une finale d'un niveau, j'ai envie de dire stratosphérique, tellement en fait ça jouait bien au tennis, et puis la dimension mentale chez Djoko, c'est quand même quelque chose qui est énorme dans son en tout cas dans son parcours d'athlète. C'est ça. Je pense qu'à de tels niveaux, il y a quasi plus de différence technique. C'est tout dans la tête, en fait. Dans sa confiance en soi. Non, mais en tout cas, là, il y a quand même un joueur de 37 ans, un joueur de 22 ans, tu vois, il y a quand même un écart. Mais bon, après, il y a toute cette expérience, tout ce vécu, toutes les finales. Donc, c'est important, en tout cas, de travailler son mental. Et puis, il n'y a pas d'âge pour le travailler, en tout cas. Il n'y a pas d'âge, et puis j'ai envie de dire, il n'y a pas de secteur. On parle du sport parce qu'on est en plein dans les JO actuellement, mais je vois, on est un peu en retard en Europe là-dessus. Aux États-Unis, il n'y a pas un seul haut dirigeant ou chef d'entreprise qui n'est pas un coach pour travailler son mental, pour travailler sa performance, pour travailler sa gestion des émotions. C'est hyper répandu. Et j'aurais aimé savoir que ça existait il y a 3-4 ans quand j'étais au plus mal. Moi, dans ma tête, un coach, c'était un coach sportif, tu vois, donc c'était pas ce dont j'avais besoin dans l'immédiat, vois-tu. Mais ça vient de là, en fait, le mot coach, hein. Ça vient du sport, à la base.
Ça c'est, on l'a mis à toutes les sauces après, mais à la base, ça vient du sport. C'est une Complètement. belle école de la vie. Le sport, où on apprend beaucoup de choses et notamment à s'interroger un peu sur soi, parce que quand on est, alors notamment dans les sports individuels, un peu moins dans les sports collectifs, quoi. Parce que dans le sport collectif, en fait, les faiblesses de l'un peuvent être, en tout cas, Compensé par les forces des autres, ouais. ouais, c'est ça. Et on l'a vu hier sur le relais en natation. Donc on a bien vu que bon voilà, ils sont pas loin d'être médaillés olympiques, hein, à quelques centièmes près, mais on voit bien que bon bah voilà, c'est pas les mêmes forces en présence, ils nagent pas de la même manière. Idem quand j'ai vu le 4x400 avec l'équipe néerlandaise qui a explosé les Américains sur les 50 derniers mètres, c'était vraiment un travail d'équipe en fait. Chez les filles. Ouais. Donc bon voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important. Donc tu nous as parlé de ta manière de te préparer. Est-ce que selon toi l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est important à mettre en avant? Mais complètement. Pour moi, ça en fait partie intégrante parce que, à mon sens, encore une fois, la motivation et la discipline ne peuvent tenir qu'un temps. Et s'il y a pas de plaisir, intrinsèquement, bien sûr, c'est pas rose tous les jours, mais si on n'a pas de plaisir, ça peut pas être pérenne. À mon sens, c'est impossible. Donc il faut vraiment trouver du kiff, il faut trouver du fun dans ce qu'on fait. Ça me semble absolument indispensable. Parce que sinon, j'ai envie de dire à quoi bon? Enfin, on n'est pas là pour souffrir, quoi. Dans le sport, en fait, il y a deux facteurs qui sont importants à garder en tête. Avoir une motivation qui est pérenne et qui reste dans le temps. Il y a deux facteurs qui sont importants à alimenter. C'est l'enthousiasme, le plaisir d'aller s'entraîner, enfin voilà, garder le fait d'aller et de se faire plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va faire. Et il y a aussi la notion de progression, c'est-à-dire avoir des critères pour mesurer ou pour voir que Qu'on chaque progresse, jour, on progresse chaque jour. Et ce qui fait que du coup, ça crée la motivation de continuer, de te dire bon comme je progresse, et du coup, c'est pour ça que souvent les compétitions peuvent venir aussi mesurer la progression. Tout à fait. Il y a plein de choses qui peuvent mesurer la progression, l'analyse vidéo, ça peut venir mesurer la progression technique. Ouais, c'est intéressant. Alors je parle du sport, mais après il y a plein de choses qui peuvent être déclinables. Bien sûr, mais même dans l'entrepreneuriat, je vois les entrepreneurs, par exemple, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur. Le chiffre d'affaires réalisé, le plaisir pris, nombre de clients, etc. Tout ça, ce sont des indicateurs mesurables de facteurs de progression. Le retour, ne serait-ce que le retour. Ne serait-ce que ça. Clientèle, voilà, c'est important. Mais le plaisir, pour moi, est absolument primordial. Alors, on va parler de confiance. La tienne, elle s'est construite comment? Elle est toujours en cours, d'ailleurs. Work in progress. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde, c'est le chemin d'une vie. Ma confiance, elle s'est vraiment reconstruite. Je prends souvent l'image quand j'en parle à mes clientes d'une petite plante. Tiens, on a tous un jour, je sais pas, essayé de faire mûrir des graines de tomates cerises. Pour moi, la confiance, c'est vraiment une petite plante dont il faut prendre soin. Mais c'est aussi important de comprendre que c'est une compétence. On n'est pas avec, c'est pas inné. Ça se perd, ça se gagne et ça s'entretient. Donc moi, personnellement, elle était au plus bas. Je pense que ma petite plante, elle était un peu crevée il y a 3-4 ans. Et justement, quand j'ai fait ce choix de me prioriser et de me faire confiance et de tout plaquer pour me lancer à mon compte, j'ai fait pousser une petite feuille de confiance et puis j'en ai pris soin, je l'ai arrosée. J'ai gagné des compétences, je me suis formée, j'ai essayé de prendre conscience aussi du chemin que j'avais parcouru petit à petit. Je dis souvent de célébrer nos victoires, même les plus petites, pour que ma petite plante, elle pousse de plus en plus. Alors, je te dis pas qu'aujourd'hui c'est une liane, mais elle prend un peu plus de place, elle est un peu plus solide quand il y a du vent. Et elle s'est, en tout cas, moi, vraiment reconstruite. Le jour, je sais pas s'il y a un jour où j'ai pris la décision, mais en tout cas, quand j'ai décidé vraiment de dire maintenant là, ça suffit, je peux pas passer les 20 prochaines années comme ça. À l'époque, j'avais 39 ans. J'ai dit, c'est pas possible, faut que ça change. Et le jour où j'ai fait ce choix-là, me mettre au premier plan, là, ma confiance, elle est ressortie de terre. Vraiment. Et comment tu te situes par rapport, alors,
Droit à l'erreur. On parle souvent d'erreur, d'échec. Moi, c'est des mots que j'utilise quasiment pas parce que ça j'ai pas envie de te fausser ta vision. Je vais te laisser t'exprimer dessus. Je te donnerai la mienne après. Mais du coup, comment tu te situes par rapport à ça, toi? J'en avais très, très, très peur. Parce que, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, jusqu'au moment où j'ai décidé de changer de métier, à part mon permis que j'ai raté la première fois, à cause d'un peloton de cyclistes. Ça n'était pas ma faute, je tiens à le préciser. J'avais rien échoué, tel qu'on peut le définir. Et je me suis rendu compte que de fait, j'avais rien appris. Et aujourd'hui, je me rends compte, à mon sens, en fait, il n'y a pas d'échec. On parlait que pour moi, le mental, c'était la perspective selon laquelle on regarde le monde, c'était les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Ben moi, j'ai fait le choix de le regarder avec des lunettes qui prennent toujours quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'essaye de générer un certain chiffre d'affaires. Ben des fois, je me foire. Je lance des trucs, ça marche pas, ou ça marche pas comme je voulais. Ben en fait, j'ai plus rapport à l'échec parce que je pars du principe que j'essaye de contrôler que ce qui est contrôlable. Bah, par exemple, un process d'achat ou la conjoncture économique, je maîtrise pas. Par contre, la seule chose que je peux maîtriser, c'est vraiment de me dire que moi, à l'instant T, j'ai fait le mieux que je pouvais avec ce que j'avais entre les mains et à la hauteur de mes compétences actuelles. Et si je pars du principe que j'ai fait de mon mieux, ben en fait, je peux plus échouer. Moi, j'ai un entraîneur qui me répétait souvent, l'échec n'existe pas, il n'y a que des résultats sur lesquels je m'appuie pour progresser. Bah, exactement. Voilà. Tout en faisant attention au terme résultat parce que je répète souvent que pour moi, un objectif n'est pas fait pour être atteint. Il est fait pour évoluer, se transformer dans la direction d'eux. Et de pas trop focus résultat, me semble-t-il, néanmoins, alors pour le sport, bien sûr, c'est essentiel. Mais dans l'entrepreneuriat, j'essaye plutôt de focus process que Ouais. Oui. Mais après, comme je te disais, c'est sûr qu'il faut pas être trop focus sur le résultat parce que le résultat il est aléatoire même en compète. Hein, on voit bien, regarde Kevin Mayer qui est à la base il est participé au JO, bah, finalement il peut pas le faire donc forcément. Il y a trop de facteurs incontrôlables en fait. Il donner les moyens de pouvoir y aller, mais bon au final ça marche pas. Mais souvent le process même à l'école, hein, quand on y pense pour nos enfants. Il y a toujours quelque chose qui vient à un moment donné, quelque chose qui vient sanctionner un apprentissage pour savoir si cet apprentissage il est acquis, pas acquis, ou si on doit travailler dessus parce que pour savoir si on l'a. C'est les fameux contrôles qu'on peut avoir à l'école. Dans le sport, bah, ça peut être les compétitions ou des matchs qui peuvent aussi venir voir si le process il est en Exactement. c'est-à-dire si on arrive à mettre en place les choses, mais j'ai envie de dire avec une certaine pression quand même. Parce que du coup, et l'infoprenariat de la même manière, lors d'un lancement, par exemple, d'un programme ou quoi que ce soit, ben, on a ce résultat qui est sanctionné par le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. Et tu vois, j'ai même dit le mot sanctionné, tu vois, c'est que vraiment, cette histoire de résultat, j'aime pas. Hein. Oui, ben on parle de la sanction du résultat parce que c'est quelque part ça vient à un moment T. De toute façon, bon, après ça peut être pas forcément une sanction, hein, ça peut être un moment heureux. Voilà. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce que le résultat à un instant T il est pas bon que si on le renouvelle pas régulièrement en l'améliorant, le process, on va pas arriver à des très bons résultats, mais en s'étant et dans le temps. C'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, qui suis beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, je fais vraiment le parallèle avec le sport. On peut pas être parfait. Donc en fait, toute la question est de faire, analyser, modifier, recommencer. Voilà, exactement ça. C'est un process qui permet en tout cas de persévérer et d'être dans le temps meilleur, quoi. Exactement. Et je pense que la différence entre un entrepreneur qui perdure et un qui arrête au bout de 3 mois, comme un sportif de haut niveau, et un qui aurait arrêté, alors outre blessure, bien sûr, j'entends, bah c'est cette persévérance et c'est le fait que, bah non, je lâche pas. Ça marche pas, je change et je recommence. On change l'environnement, tout simplement, on change de coach, on change de... Et exactement. Dans le changement, il y a plein de facteurs à évaluer, hein, ça c'est clair. Faut le voir des fois dans le foot, tu vois, tu changes l'entraîneur, l'environnement de l'équipe, c'est la même équipe, mais pour autant derrière, elle va mieux parce qu'ils ont changé quelque chose. Ok. Alors, si je te dis le regard des autres,
Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as dû t'affranchir, travailler? Alors, j'ai dû m'en affranchir, mais en fait, ça s'est fait un peu malgré moi. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé travailler dessus, mais j'en ai pas eu l'occasion, notamment avec l'exposition sur les réseaux. Alors, j'ai pas non plus 200 000 abonnés, mais aujourd'hui sur Instagram, j'en ai un peu plus de 20 000. Et du coup, j'ai été vite confrontée au regard des autres, notamment parce que j'ai eu un réel Instagram l'année dernière qui parlait de mon histoire. Voilà, que j'avais divorcé, que j'avais quitté l'étude et que j'avais tout recommencé. Et qui, ça se maîtrise pas, est devenu viral. Et donc, il a été montré à plus de 3 millions de personnes. Donc forcément, là-dedans, il y a des gens qui avaient rien demandé. Et j'ai eu pas mal de commentaires. Alors, pas mal, non, c'est pas vrai en plus. C'est horrible. On focus sur les 20 couillons qui sont venus ramener leurs fraises, alors qu'à côté de ça, il y avait des milliers de personnes adorables. Mais en tout cas, qui sont venus porter un jugement sur ma vie, en l'occurrence, qui n'étaient pas les moments les plus drôles. Le regard des autres, les premières remarques un peu désagréables. Oh bah j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai chialé un gros coup, j'ai dit mais effacez mon compte, c'est horrible, il m'aime pas et tout. Et puis après, quand j'ai fini de pleurer, j'ai pris un peu de recul là-dessus et je sais pas, à un moment les fils sont touchés dans ma tête, j'ai switché et en lisant ces commentaires, ça parlait plus de moi et je ne voyais que leur histoire à eux. Leur frustration, leur colère, oui mais toi t'as pu changer de vie, moi je peux pas parce que blablabla. Et ça a énormément changé mon regard justement sur la vie des autres. Et comme on dit, c'est la vie VE des autres. Et en fait, ça m'a affranchi du regard des autres négativement, mais aussi positivement. Et je pense qu'on ne peut pas s'affranchir du regard des autres si on ne s'affranchit pas des deux facettes de la médaille. Les gens qui me font des compliments, je suis absolument ravie, merci beaucoup. Les gens qui me critiquent, je suis absolument ravie, merci beaucoup. Ça dit rien de moi en fait. Donc je l'ai appris sur le tas, grâce aux réseaux sociaux, qui est une forme d'école de la vie, hein, clairement, qui est peut-être pas la meilleure, mais c'en est une. Et aujourd'hui, je reste focalisée vraiment sur ce qui est juste pour moi, ce qui m'amène du plaisir, ce qui est ok avec ma façon de faire. C'est d'ailleurs vraiment, j'allais dire mon combat, peut-être un petit peu fort. Mais mon leitmotiv avec mes clientes dans l'entrepreneuriat, c'est de trouver sa façon de faire et d'arrêter de copier-coller la façon de faire des autres. En m'appuyant sur mon fonctionnement, j'ai réussi à me détacher. Voilà, tu m'aimes bien, c'est hyper cool, je suis ravie. Tu m'aimes pas, écoute, envie de te dire, on porterait pas plus mal ce soir. Et en plus, il y a un truc qui est génial sur Instagram ou sur les réseaux, ça s'appelle bloquer. Et alors là, moi, je suis sans pitié là-dessus. Mon Instagram, c'est chez moi, c'est mon salon. Tu viens pas cracher sur mon tapis, je te fous dehors, je te bloque, et terminos quoi. Ok, à noter. Bloquer, n'hésitez pas à bloquer les gens. Alors on va parler de choses plus positives que de bloquer les gens. Mais c'est juste les gens qui sont pénibles qu'on bloque. On peut pas le faire dans la vie, on peut le faire sur les réseaux, profitons-en. Ouais, si, on peut le faire dans la vie aussi. On peut le faire dans la vie. On peut le faire, faut mettre son cadre. On n'est pas obligé de tout accepter. Exactement. Comment tu fais pour justement tiens, on parle beaucoup de psychologie positive de nos jours, sachant qu'on peut pas être linéaire et être joyeux, on est quand même traversé par nos émotions, donc on peut pas être au top de l'optimisme tous les jours, parce que voilà, les épreuves font que voilà, c'est chiant. Mais est-ce que toi, tu as des moyens, des choses qui te permettent, quelles que soient les tempêtes que tu traverses, de garder un esprit positif? Encore une fois, comme tu l'as dit, attention à ce qu'on appelle la positivité toxique. On n'est pas des Teletubbies non plus. Donc, effectivement, il y a des épreuves dans la vie de tous les jours. Moi, ce qui m'aide beaucoup, ce sont deux choses. Encore une fois, externe, interne. Externe, c'est mon entourage. Et on ne le dira jamais assez, on l'a évoqué rapidement pour les sportifs, mais entourez-vous d'un entourage de qualité, qui soit soutenant, qui soit non jugeant. On le sous-estime beaucoup trop. Et j'ai la chance de partager ma vie avec un homme extraordinaire qui est un soutien envers et contre tout. Quand je pleure et que Jean-Michel, manager, vient me critiquer sur Instagram, il vient me consoler. Donc pas de souci. Et en interne, en fait, j'utilise beaucoup une technique que les gens peuvent reproduire chez eux qu'on appelle la dépolarisation. C'est une technique qui a été mise en avant par le docteur John Demartini.
qui cherche à essayer de voir encore une fois des changements de perspective et aller regarder les bénéfices de chaque situation qui nous arrive, même si on les voit pas tout de suite. Ça permet encore une fois de désamorcer un peu la charge émotionnelle et d'arriver à se dire bon, ok, je prends un exemple. Imaginons, je sais pas, je lance un programme, il marche pas. Bon, je pleure. Après, quand j'ai pleuré, puisque l'acceptation des émotions et leur expression est absolument essentielle. Après avoir pleuré un bon coup, je me dis ok, bon, ça n'a pas marché comme je voulais. C'est quoi le bénéfice pour moi en fait? Et puis je vais me poser des questions et je vais peut-être me rendre compte que j'étais dans le forcing et j'avais peut-être pas du tout la bande passante pour absorber des nouveaux clients, que j'étais peut-être dans une grande fatigue, que si ça se trouve, il y a un super projet qui arrive le lendemain, etc. Bref, j'essaye toujours de me dire, c'est quoi l'avantage de la situation? Bon, et des fois, je le vois pas tout de suite, je vais attendre une petite semaine. Et j'essaye toujours de ramener un peu cet équilibre-là et ça m'aide énormément. J'appelle ça un peu moi je parle de la montgolfière. La montgolfière, ok. Ouais, en fait, en fait, quand on a le nez sur ces trucs, en fait, souvent, on n'est pas lucide, en fait. Et il faut dézoomer, ouais. Ouais, et du coup, le fait de lâcher un peu les sacs, la vision et de prendre de la hauteur comme une montgolfière. Très, très juste. Et de regarder de manière un peu plus haute les choses. Du coup, les sacs qu'on a laissés au sol et ensuite redescendre pour éventuellement les rattacher et les gérer. J'aime bien cette image. Moi, je suis assez visuel, mais du coup, la montgolfière, c'est quelque chose que j'aime bien. Et tu vois, de fait, c'est très, très juste parce que souvent, je vais me raccrocher à ma vision. On en parle beaucoup de la vision dans l'entrepreneuriat, dans le monde du sport, je sais un petit peu moins, je sais pas. Mais la vision, c'est vraiment ce truc de, ok, je veux être où dans 3 ans, dans 5 ans? Ce cadre général, ce cap que je me donne. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, des fois, quand t'as le nez dessus et que t'es dans le micromanagement de ta journée, dézoomer et revenir à la mission de, ok, non mais attends, j'ai le temps, je peux positionner mes pions, nanana, je vais vers là-bas, on se détend. Ça m'aide beaucoup aussi. Dans le sport aussi, il y a une vision, puisque de toute manière, tu vois, par exemple, les athlètes qui font les JO, de toute manière, là, les prochaines Olympiades, c'est dans 4 ans. Donc ceux qui n'ont pas été sélectionnés ou ceux qui étaient trop jeunes ou pas encore prêts, eux ils sont déjà en train de se préparer pendant 4 ans, quoi. Ils vivent ceux qui sont en France parce que du coup ils peuvent. Je pense que c'est regarder les exploits des autres et voir un peu le chemin parcouru. Souvent de regarder le chemin parcouru par les autres, ça peut aider à son propre chemin aussi. Ça montre en tout cas déjà que c'est possible. Ouais. Et voilà, après en fait, les sportifs, ils ont des échéances régulières, en fait. Alors, ça dépend des disciplines sportives, mais il y a toujours des championnats d'Europe, des championnats du monde, il y a toujours tu vois, cette vision, elle est indispensable, parce que c'est ce qui fait que ces jeunes athlètes vont continuer jusqu'à Los Angeles, parce qu'ils veulent aller en 2028, et la plupart des gens n'ont pas de vision. On leur dit, ok, tu veux quoi dans la vie? Dans 5 ans, t'es où? T'es avec qui? Tu fais quoi? Tu te lèves à quelle heure? Et je vois vraiment ça comme de monter dans un taxi et de pas avoir de destination à lui donner. Ouais, mais c'est exactement ça. De toute façon, on va aborder le thème de la motivation, mais si on reste là-dessus, c'est ce qui va leur permettre de rester motivés, c'est de se créer des échéances à court, moyen, long terme. Exactement. Avec cette vision de cet objectif de se qualifier. Alors, ils y arriveront ou ils y arriveront pas. Mais en tout cas, ils vont nourrir en tout cas cette vision-là et se donner les moyens, en tout cas de. Et sans cette vision, à mon sens, il est impossible on disait tout à l'heure, de garder la motivation. Là, je repense à Léon Marchand parce qu'il en avait parlé, d'aller nager le matin un mois de décembre parce qu'il fait froid et que t'en as ras-le-bol et que t'as pas envie. S'il y a pas la vision, on le fait pas en fait. Ça me fait penser à cette citation. Ils l'ont rêvé, ils l'ont fait. Je sais plus qui c'est, mais. Ouais. Ouais, j'ai plus la référence, mais en tout cas, j'en suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je te disais, la qualité de notre vie, c'est la qualité des questions qu'on se pose. Si tu sais pas où tu veux aller, tu vis au jour le jour. Résultat, t'as pas envie, t'as pas de motif, tu vas nulle part, quoi. Et je jette pas la pierre, je l'ai fait pendant 39 ans, donc détendons-nous. Alors toi, justement, comment tu nourris ta motivation? Par cette vision. Sans transition, c'est vraiment cette vision, j'insiste, je la travaille quasiment tous les ans.
Et vraiment, moi, j'en fais un événement un peu solennel en quelque sorte, c'est-à-dire que je pars 2-3 jours avec une ou deux potes entrepreneurs, on se loue un Airbnb, un cahier, un crayon. Une fois par an, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? Qu'est-ce qui était cool? Qu'est-ce qui était moins cool? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Et qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Et de travailler cette vision, cette direction, c'est ça, en fait, qui me garde la motivation. Quand je te disais, on peut, je sais pas, lancer quelque chose, que ça soit sportivement ou d'un point de vue professionnel, qui marche moins bien, qu'est-ce qui fait qu'on retourne au charbon le lendemain? Parce qu'il y a quelque chose qui est un peu plus grand que nous. Il y a ce cap, il y a cette volonté, il y a ce qui nous porte, de trouver vraiment ce qui nous inspire, ce qu'on pourrait presque appeler une raison d'être. Donc moi, c'est vraiment ça qui me garde motivée. Dans l'entrepreneuriat, on parle aussi beaucoup du pourquoi. Simon Sinek a écrit ce livre « Everything Starts with Why ». Tout commence avec le pourquoi tu le fais. Si t'as pas de pourquoi, tu trouveras pas le comment. A contrario, si t'as le pourquoi, c'est ça qui fait tenir, quand ça marche moins bien, quand t'as la flemme, quand t'es fatigué, quand t'as des courbatures partout. Et pour moi, c'est essentiel. Il faut prendre ce temps de se poser la question, je veux quoi dans chacun des domaines de ma vie? On va revenir sur le stress, la pression, connaître dans ton travail. L'idée, c'est comment tu faisais avant ton ancien travail pour la gérer. Et si tu devais recommencer, qu'est-ce que tu mettrais en place aujourd'hui que tu n'as pas pu mettre en place il y a quelques temps? Alors, très clairement, je ne la gérais pas. Hein, voilà, comme ça au moins c'est dit. Je ne la gérais pas. Je faisais un peu avec les moyens du bord. Donc, ce qui faisait que j'explosais très régulièrement. Je sais pas s'il y a des anciens collabs ou des confrères qui écouteront l'interview, mais j'avais un petit surnom dans les couloirs quand même, ce qui n'était pas forcément le plus glorieux, c'était le dragon. Donc non, je savais pas le gérer. Impossible à gérer. Et tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que on m'avait appris un cœur de métier à l'époque et toute cette dimension psychologique, mentale, gestion du stress, elle est totalement absente de l'éducation au sens large, qu'elle soit éducation supérieure ou l'école. Donc, si t'es pas ouvert au dev perso, tu connais pas ça. Donc non, je gérais pas, je le vivais très mal. Je prenais 20 kilos, j'en perdais 10. Laisse tomber. Qu'est-ce que je ferais différemment? Mon Dieu, absolument tout. Aujourd'hui, en découvrant le développement personnel, que j'ai découvert assez tard, j'ai découvert qu'il y avait plein de méthodes. Que ça soit la respiration, la visualisation, ne serait-ce que développer son intelligence émotionnelle et arriver, alors j'aime pas le terme gérer ses émotions, mais les exprimer comme il faut, j'aurais fait les choses totalement différemment. Encore une fois, le but n'est pas de regretter le passé. Ça s'est fait comme ça parce que j'avais pas l'ouverture à l'époque pour mettre en place tout ceci. Mais vraiment, j'insiste, toute personne qui ressent des symptômes de stress, des symptômes de fatigue qui s'installent, qui est chronique, pensées assez négatives qui reviennent en boucle, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir la boule au ventre le dimanche soir, ça c'était moi. Quand tu entends le générique de 7 à 8 et que tu te dis « j'y retourne lundi, je vais vomir ». Ça n'est pas normal et si on n'a pas les armes ou qu'on ne sait pas par où le prendre, je pense que ce que j'aurais fait différemment, c'est que je me serais fait accompagner beaucoup plus tôt pour comprendre mon cheminement interne, pour comprendre comment fonctionne mon mental, ma perspective, comment fonctionne la confiance en soi, l'estime de soi, et avoir des outils que j'avais pas à l'époque. J'ai une petite dernière. Souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Comment tu la vois cette affirmation qui peut être interprétée de manière différente par les uns et par les autres? Moi je suis pas totalement d'accord parce que si je suis allée au burn-out, c'est justement parce que j'ai rien lâché. Donc je dirais plutôt qu'il faut trouver un juste équilibre entre ne pas lâcher ce qui en vaut la peine, mais justement lâcher prise sur ce qui n'est plus bon pour nous et potentiellement arrêter ce qui nous fait du mal. Et ne rien lâcher, ça fait un peu le syndrome du super-héros et par exemple le burn-out, c'est pas du tout la situation de quelqu'un de faible, c'est la maladie d'un super-héros, quoi, clairement. Qui lâche pas et qui s'acharne. Donc, je ferais vraiment la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur peut être nécessaire, que ça soit dans le sport, que ça soit la douleur de faire ma compta, ma déclaration URSSAF, ou dans l'entrepreneuriat.
Mais par contre, la souffrance qui intervient quand on ne sait plus pourquoi on le fait, quand on ne sait plus pourquoi on a mal, là, elle est pas normale. Et là, faut lâcher. Ok. Bah, écoute, Vanessa, merci beaucoup pour cette interview, ce temps. Merci à toi. Si tu devais, j'aime bien clôturer comme ça le podcast. Ouais. Si tu devais clôturer le podcast par quelque chose un message, quelque chose qui te tient à cœur de partager avec l'ensemble des auditeurs. La vie joue pour nous et non contre nous. Et c'est vraiment de se souvenir que quoi qu'il nous arrive et tout ce qui nous arrive est là pour nous faire grandir d'une manière ou d'une autre, et que vraiment tout est possible. Et que si on peut l'imaginer, que si on en a envie, on peut vraiment se donner les moyens de faire ce grand saut et d'aller le chercher, vraiment. Bon, ben, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à toi. Et, voilà, n'hésitez pas, du coup, auditeurs, auditrices, à nous laisser un petit avis sur les plateformes d'écoute pour, du coup, améliorer grandement la visibilité du podcast et pour que nos invités soient encore plus écoutés. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Ne quitte pas. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.